entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. Dans cette édition du 8 mars 2020, le sommaire d'abord. Ils ne passent plus la nuit chez eux. La plupart des partisans du CNL de la colline Winigani ont peur des Imbonerakure qui encerclaient leur domicile la nuit dernière. Vous aurez les détails dans cette édition. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Les réfugiés burundais de Nakival ont reçu des habits et de la nourriture de la part des femmes burundaises résidant à Kampala. C'est en Ouganda. Et comme tous les dimanches, la seconde partie du magazine, c'est la rubrique Ubahuka. Nous parlons aujourd'hui de la malnutrition infantile chronique au Burundi. Lucie Kabera et Inès Gakiza assurent la mise en onde. Le développement, c'est tout de suite. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Cette journée a été célébrée au camp des réfugiés de Nakival, se trouvant en Ouganda. À cette occasion, l'association des Burundaises vivant à Kampala, Light for All, a assisté les Burundaises réfugiés de Nakival en leur offrant des habits et des nourritures. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Les veuves et les victimes des viols sont les femmes choisies par l'association Light for All pour être assistées. Au total, les bénéficiaires étaient au nombre de 25. Chantal Mutamuliza est la présidente de cette association des Burundaises de Kampala. Je suis la directrice exécutive d'une ONG qui s'appelle Light for All, Lumière pour tous en français. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller montrer la solidarité et la compassion aux femmes réfugiées dans le cas de Nakivale en Ouganda. Nous avons sélectionné 2 groupes de femmes, un groupe de veuves et un groupe de femmes victimes de violences sexuelles. Alors nous avons amené agaseke, fête de vivre, puis un peu de vêtements, un pagne. Vous savez qu'un pagne est très significatif pour une femme burundaise. Et en cela, nous avons été soutenus par les femmes de la diaspora en Norvège, ainsi que les femmes de la diaspora en Angleterre. Et nous saisissons cette opportunité pour les remercier. Nous avons travaillé ensemble avec 2 associations qui sont basées dans le cas de Nakivale. Une qui s'appelle Restore Dignity, qui est dirigée par une femme extraordinaire du nom d'Inès et qui essaie de mettre ensemble les femmes vulnérables dans le camp de Nakivale pour s'encourager, essayer de faire des projets ensemble. Il y a une autre association qui s'appelle Urunani. Là, c'est une association des jeunes hommes qui essaient de construire des maisons pour les veuves. L'une des femmes bénéficiaires exprime ses sentiments de gratitude. Je suis l'une des femmes réfugiées à Nakivale. Je remercie cette association Light for All qui nous a visités. Tous mes remerciements à cette association qui a pensé à nous en cette journée. Je suis très reconnaissante. À l'occasion de cette journée, les femmes de Nakivale interpellent les âmes charitables à leur venir en aide afin de pouvoir scolariser leurs enfants. Inès Ladukunda est une des responsables d'une association œuvrant dans ce camp de Nakivale. Nous interpellons d'autres bienfaiteurs comme celle de l'association Light for All qui sont venus aujourd'hui, qui nous aident pour que nos enfants puissent retourner à l'école et nous, femmes, qu'on trouve du travail parce qu'on est apte à travailler. Le thème choisi par cette association est, je cite, « Nous tous pour elle ». Restons à l'extérieur du Burundi. Un réfugié burundais de Nduta est introuvable depuis la nuit de mercredi. La famille de la victime affirme qu'il a été amené par des gens portant des tenues de la police tanzanienne. Plus de détails avec Innocent Valentin Singiranghaw.
Ce réfugié burundais aujourd'hui introuvable s'appelle Jacques Kadende et habite dans la zone 13 du camp d'Onduta, village 7, maison numéro 24. Selon ses voisins, c'était tard dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h du matin, lorsque les hommes en uniforme de la police tanzanienne ont débarqué au domicile d'Okadende. On croyait qu'il s'agissait d'une ambulance qui venait secourir un malade et nous avons par contre vu des hommes en uniforme policière à bord d'un véhicule et qui forçaient la porte du domicile de Kadende. Ces hommes étaient armés de fusils et ont fait sortir Kadende ligoté et tout nu. Ils l'ont sérieusement tabassé, les bras attachés au dos. Ces hommes en uniforme de la police tanzanienne l'ont fait avaler par force un comprimé qui l'a rendu très faible avant de l'embarquer, selon ce témoignage. Ces policiers se sont introduits dans la maison d'Okadende. Ils lui ont demandé de l'eau pour avaler un comprimé. Il disait « Avale ce comprimé, Kadende. Ne t'inquiète pas, Kadende, nous sommes des policiers. » Ils l'ont embarqué étant nus dans leur véhicule et sont partis avec des habits d'Okadende. La famille d'Okadende affirme qu'elle s'est adressée à la police tanzanienne, mais que cette même police a nié toute responsabilité dans cette affaire. Nous nous sommes rendus au poste de police dans la zone 15 pour demander où il se trouve. Les policiers qui étaient à la garde nous ont répondu que la police ne travaille pas la nuit, sauf en cas d'urgence. Ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant de cet enlèvement. Les Burundais réfugiés à Nduta demandent le renforcement de leur sécurité, car, disent-ils, plus de 100 réfugiés burundais ont été déjà enlevés depuis leur arrivée. Nduta, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyabanyagihugu. Retour au Burundi après cette courte pause. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Peur panique des habitants de la colline Winigani dans la zone Kazirabageni. Nous sommes dans la commune Nyanzalak. La nuit dernière, un groupe des Imbonerakure avait encerclé cette colline. Sur chaque maison des membres du Congrès national pour la liberté se trouvaient des Imbonerakure selon les sources sur place. Le point avec Walter Kwizer. Ces habitants qui ont passé la nuit dans des buissons indiquent qu'ils ont été envahis par un groupe des Imbonerakure des différentes localités vers 16h de ce samedi. L'arrivée de ces Imbonerakure a entraîné une peur chez les habitants de cette localité. Militants du parti CNL qui étaient les plus visés, de même que les autres non affiliés à des formations politiques. Une situation qui a fait que plusieurs ne passent pas la nuit dans leur maison. C'était hier vers 16h quand nous avons vu une chaîne de 83 Imbonerakure en provenance de Muyange, Kabo, Nyabigina et Kabong. Ils étaient envoyés par le responsable du parti dans cette commune. Ils corroboraient avec leurs amis de Buragane qui les orientaient où se situent les maisons des membres du CNL. Ces derniers, tout comme les autres habitants, ont passé la nuit à l'extérieur. Selon nos sources, ce n'était pas la première fois qu'ils vivent cette situation. Ces derniers jours, le commissaire de police de la commune Nyanzalak, Rumbeti, a procédé aux arrestations des membres du parti CNL sans aucune raison. Cet habitant témoigne. Ces derniers jours, le commissaire de police du nom de Rumbeti, avec l'administrateur, viennent régulièrement ici à Winigani pour arrêter les membres du parti CNL. Nous ne comprenons pas pourquoi ils font ça. Comment quelqu'un peut être victime de ses opinions? Ces habitants de Winigani, responsables d'avoir agréé le parti CNL pour que par après ses membres soient autant persécutés, se demande cette population qui appelle un traitement équitable pour tous les Burundais.
Pourquoi ils ont autorisé au président du parti CNL, Agathon Rwasa, de travailler publiquement et continuer en même temps d'arrêter ses membres? Il fallait carrément ne pas agréer le parti. Nous demandons aux autorités de gouverner pour tout le peuple, surtout à l'administrateur de Nyanza-Lac. La rédaction a essayé de joindre par téléphone Jean-Claude Ndouimana, administrateur de la commune Nyanza-Lac, mais il n'a pas répondu à notre appel. Puisque nous parlons des membres du parti CNL, 3 familles des membres de ce parti de la commune Woussoni sont en cavale de peur d'être tués par les membres du CNDD-FDD de cette commune. Ces derniers les accusent d'avoir empoisonné leur ami Balthazar Mibour. Une de ces 3 familles actuellement en cavale est celle du nom Emmanuel Yitungiye, membre du parti CNL sur la colline Kiravumba dans la zone Mutegwa en commune Woussoni. À l'origine, le voisin d'Emmanuel a perdu sa femme. Par l'après, il est parti déposer le cadavre devant la maison d'Emmanuel, l'accusant que c'est lui qui l'a tué. Ces habitants de la localité témoignent. Il a perdu sa femme. Après ça, il a mis le cadavre de sa femme dans un cercueil et l'a déposé devant la maison d'Emmanuel Yitungiye, l'accusé de l'avoir tué. Une fois chez Emmanuel, il n'y avait personne et il a décidé de laisser le cercueil sur le lieu. Par la suite, c'est le commissaire qui a ordonné que la défunte soit enterrée. Nos sources dans cette commune indiquent que, le soir de ce jour d'enterrement, le domicile d'Emmanuel Yitungiye a été attaqué par un groupe dirigé par Gérard Ndikumagenge, le mari de la défunte. La maison d'Emmanuel a été brûlée et ses biens volés, soulignent nos sources. La nuit, il y a eu une attaque chez Emmanuel Yitungiye. Mais comme ce dernier n'était pas là, ils ont sérieusement bâti un nommé Kamatamo qui était dans cette maison. Pour le moment, il est à l'hôpital. Après, ils ont volé tout ce qui était dans la maison. Les chèvres, les halicots, les vélos. Ils ont aussi brûlé une moto ainsi que toute la maison. En plus de cette famille d'Emmanuel Yitungiye, des autres familles de ses sœurs ont été aussi contraintes à fuir. Leur maison également brûlée. Les sources sur place indiquent que ces familles ont saisi l'administrateur, mais ce dernier n'a rien fait pour les aider. La rédaction de la RPA a contacté le chef de police de la commune Woussoni, de même que l'administrateur de Woussoni, mais personne n'a décroché son téléphone portable. Clôturons cette page politique en parlant de cette nouvelle qui nous vient de l'Église catholique. L'Église catholique du Burundi n'a pas organisé le synode des diocésains parce qu'elle était sous pression, mais plutôt parce qu'elle avait constaté que la paix et la sécurité sont perturbées à maintes reprises au Burundi, un pays où la majorité des citoyens sont des chrétiens. Présentant des conclusions du synode des diocésains au cours d'une messe de ce samedi, l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Gervais Banshimi-Ubusa, a souligné qu'au cours de ce synode, ils ont insisté sur l'exclusion dont sont victimes certains citoyens, la haine et les divisions ethniques et politiques et les guerres cycliques qui ont endeuillé et qui continuent à endeuiller le Burundi. Monseigneur Gervais Banshimi-Ubusa, c'est l'archevêque de Bujumbura. nk'uko byari mu ntumbero y'Eklezia y'i Burundi muri rusangi, iyi nama yacu yicariye ikibazo. Comme c'était prévu dans ses obligations, l'archidiocèse de Bujumbura a insisté lors du synode diocésain sur sa contribution dans le processus de la paix et de la réconciliation face au phénomène de division, d'exclusion et de guerre cyclique qui ont endeuillé le Burundi depuis des décennies. Ces événements malheureux ont poussé à l'exil des milliers de Burundais et ont divisé les citoyens à cause de l'égoïsme de ceux qui voulaient rester au pouvoir et ceux qui avaient l'ambition de prendre le pouvoir à tout prix. L'Église catholique du Burundi n'a pas organisé les synodes diocésains sur
question de paix et de sécurité parce qu'elle était sous pression, mais parce qu'elle avait déjà constaté comment le Burundi a toujours été endeuillé par des guerres cycliques, alors que la majorité de ses citoyens sont des chrétiens. Étant donné que l'enseignement à la paix fait partie des obligations de l'Église, comme nous l'a montré Jésus-Christ quand il a réconcilié les Juifs et les athées qui ne pouvaient pas se mettre ensemble, nous avons nous aussi, lors de ce synode, insisté sur la situation déplorable qui prévaut dans notre pays, notamment les exclusions et les divisions ethniques dont sont victimes certains citoyens. Nous déplorons qui continuent à endeuiller notre pays et qui ont poussé à l'exil des milliers de Burundais. Nous avons ainsi conclu que la réconciliation entre les Burundais est la seule voie pour arriver à une paix durable. Dans ce processus de réconciliation, le synode diocésain estime que le pardon et la justice sont entre autres les facteurs pour arriver à une paix durable. L'archevêque de Bujumbura de préciser que la paix que Jésus-Christ est venu nous enseigner plutôt, ne se limite pas au niveau d'un parti politique ou d'une communauté ethnique en écartant les autres. Dans quelques instants, c'est la seconde partie du magazine. Les chiffres récents montrent que plus de 50% âgés de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique. Les invités de la rubrique Ubahuka reviennent sur les causes de cette situation et proposent des solutions pour faire face à ce problème. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Ubahuka. La malnutrition infantile constitue un problème majeur de santé publique au Burundi qui risque d'entraver les efforts entrepris pour le développement économique et social du pays. Depuis plus de 5 ans, le taux de prévalence de la malnutrition infantile chronique excède le seuil d'alerte fixé par l'Organisation mondiale de la santé qui est de 40%. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nos invités vont nous aider à contourner la question de la malnutrition infantile au Burundi et proposer des solutions pour arriver à la combattre. Nos invités sont Dr Juvenal Habarugira, Frédéric Bamvugiyumvira, ancien vice-président burundais, et Madame Marie-Louise Barichako, défenseuse des droits de l'homme au Burundi. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. Selon les enquêtes réalisées par l'Institut des statistiques et études économiques du Burundi, ISTEBU, les taux de prévalence de la malnutrition infantile chronique ont passé de 56% de la période 2016-2007 à 57% dans la période 2017-2018. Au mois de janvier, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Tadei Ndikumana, a affirmé que 54,2% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Il a demandé à tous les ministères de conjuguer leurs forces pour arriver à vaincre la malnutrition. Comme le dit souvent son Excellence, nous avons une bonne production agricole au Burundi. Ce qui pose problème, c'est la manière dont elle est utilisée. Il faut changer la manière dont les ménages sont organisés. Et ça, c'est un travail qui concerne tous les ministères. Sinon, en ce qui nous concerne, nous nous occupons des enfants qui souffrent des maladies liées à la malnutrition. Dr Juvenal Habarugira nous parle des causes de la malnutrition infantile. Il insiste sur la pauvreté et la taille de la famille comme cause majeure. Les raisons de la malnutrition chronique chez les jeunes enfants de moins de 5 ans sont multiples, mais les plus importantes sont essentiellement l'extrême pauvreté qui règne dans le pays. Et les études prouvent qu'environ 67% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté, ce qui donc les amène à manger une fois par 24, voire même rien.
ils n'auront qu'à manger ce à quoi ils ont accès. La deuxième, je pense que ça relève du niveau aussi de connaissances en matière de l'alimentation et de la nutrition, qui est dans la population en général et chez les parents en particulier. Il persiste encore dans la grande partie des cas à confondre un repas équilibré avec un repas copieux. Alors que normalement, par exemple, ce qu'on peut trouver dans la viande, c'est ce qu'on peut trouver dans les œufs, ce qu'on peut trouver dans le lait. Donc, à différents niveaux d'accessibilité, les gens pouvaient se débrouiller, mais les connaissances se font limite. Au faible niveau, évidemment, ça grave par le taux d'alphabétisation de la population qui n'est pas de 100%, mais c'est aussi par les croyances des fois limites à manger certains repas. L'éducation financière chez les parents. Quand on parle d'éducation financière, évidemment, nous visons les revenus et leur utilisation, mais aussi l'investissement de l'épargne quand il y en a. La troisième raison de cette chronicité, c'est la taille moyenne de la famille. En fait, les bouches qui mangent sont plus nombreuses par rapport aux revenus. En effet, les études prouvent que, en moyenne, une femme en âge de procréation arrive à la ménopause avec 6 enfants en moyenne. Ce qui veut dire que c'est 6 enfants plus 2 par an. Donc, en moyenne, 8 personnes par famille, avec le niveau de revenus dont je parlais tout à l'heure, qui est en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, nourrir 8 personnes du 1er au 30 du mois, de janvier à décembre, reste un problème épineux pour pas mal de ménages, dans un contexte d'un revenu pareil. Il n'y a pas donc lieu de penser à l'épargne dans de telles conditions, alors que l'épargne devrait servir à l'investissement. Autant dire donc que pour atteindre la liberté financière, cela devrait passer par l'épargne et l'investissement. Une éducation financière des ménages pouvait aider, mais dans un contexte évidemment de revenus aussi soutenable. La troisième raison, c'est une volonté politique qui ne s'accompagne pas de mise en application, une volonté politique qui reste dans les textes, qui n'est pas accompagnée par l'affectation du budget, l'affectation des moyens, mais aussi l'affectation des ressources humaines qualifiées qui pourraient encadrer cette population. Et quand on analyse les textes, quand on analyse les programmes, à un moment, quand on va sur le terrain et qu'on vérifie le budget qui est affecté à cette éducation, le personnel qui est affecté à cette éducation et à l'encadrement de la population, mais aussi parfois même les ressources matérielles, ils font défaut. Autant donc dire qu'il y a plusieurs raisons, mais les plus principales sont celles que je viens d'évoquer. Selon Frédéric Bamvuginyumvira, l'alimentation non équilibrée serait la cause de la malnutrition, tout en signalant que les enfants ne peuvent pas avoir une alimentation complète au moment où leurs parents ne peuvent pas en avoir. Il est attesté que plus de 50% des enfants burundais ne parviennent pas à manger à leur satiété et par conséquent, ils accusent forcément des carences au niveau de leur corps, parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour avoir une bonne santé comme l'exige la vie de l'enfant. Quand on observe l'augmentation de la population, en 2008, nous sommes à 8 53 574 personnes et aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher, d'après les statistiques, 11-12 millions et on peut se poser la question. Le Burundi d'il y a 50 ans vivait de la houe implique une propriété foncière et ce qui s'est passé depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, c'est que il y a l'amenuisement pratiquement de la surface arable. Quand on compare la superficie arable, 80% pratiquement de la superficie totale, et quand on compare aujourd'hui famille de 5 membres, donc disons de 7 membres, ça veut dire 5 enfants, la maman et le papa, qui doivent vivre de la houe, vous allez constater qu'il y a des populations qui ne peuvent pas avoir justement un hectare pour exploitation agricole et parvenir à faire vivre la famille. Et vous voyez également la question de l'élevage, comment elle a régressé dans notre pays. Ça signifie que l'enfant qui a besoin du lait maternel, le lait maternel suppose que la maman ait bien mangé, le lait de la vache, on n'a plus de vaches, il faut de la viande pour les protéines, mais on n'a pas de vaches, on n'a pas d'animaux aujourd'hui. C'est un constat. Ça signifie que si rien n'est fait aujourd'hui, elle va continuer à l'être même demain. Marie-Louise Walechako, elle, trouve que le gouvernement burundais ne manifeste pas la volonté pour faire face à ce problème.
Ces chiffres mettent en exergue la contradiction que nous n'avons cessé de décrier, qui subsiste entre le discours officiel des dirigeants en place au Burundi et la réalité sur terrain. Ils affirment que la récolte a été bonne, le développement est en bonne voie, mais les gens ont faim. Les enfants souffrent de malnutrition chronique et d'autres catastrophes qu'on aurait pu éviter. Ces chiffres ne diminueront que lorsque les dirigeants décideront d'assumer leurs responsabilités et de considérer cette situation comme un problème grave qui menace l'avenir du pays, comme une extrême urgence qui nécessite une action immédiate. Cela suppose une aide d'urgence à la population. Cela suppose un suivi d'auprès des ménages pour être sûr qu'ils comprennent toute la portée de ce problème. Et ensuite, cela suppose que l'environnement soit suffisamment sécurisé pour que la population vaque à ses activités. Ce qui manque, c'est premièrement la volonté politique. Ce qui manque aussi, c'est la paix et la sécurité et des animateurs communautaires pour faire le suivi des conditions de vie des populations. Selon Dr Juvenal Habarugira, ceux qui sont concernés par la question de la malnutrition infantile au Burundi, c'est en premier lieu le ministère de la Santé publique qui doit travailler en synergie avec d'autres ministères. Alors là, vous allez me demander évidemment comment s'en sortir, d'autant plus que le ministère de la Santé dit qu'à lui seul ne peut pas y arriver. Évidemment, ils ont raison. Ils ont raison parce que ça demande un travail en synergie de plusieurs partenaires. Nous allons commencer d'abord par le rôle du ministère de la Santé, parce que c'est lui qui élabore la politique sectorielle et le plan stratégique de lutte contre cette malnutrition chronique. C'est lui qui affecte les ressources humaines qualifiées, comme je le disais tout à l'heure. C'est lui qui élabore la politique de réduction des naissances, dans les principales stratégies de réduction des naissances. Mais à lui seul, évidemment, c'est pas suffisant parce que la notion d'alimentation équilibrée, la notion d'éducation financière, tout cela devrait être inculqué dans les curricula de formation, donc dans le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ça devrait faire partie des programmes, ça devrait donc être enseigné aux citoyens depuis le jeune âge de l'école primaire. Les autres partenaires, à part le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, c'est les médias, donc le ministère de la Communication et les médias, tant indépendants que publics, parce que ce sont ces mêmes médias qui font parvenir les messages des nutritionnistes, d'autres partenaires du ministère de la Santé. Ce sont ces médias-là qui font parvenir les messages à la population. Ce sont les mêmes médias qui font des enquêtes pour voir sur le terrain si ce que l'État a promis à la population est en train d'être réalisé, mais aussi les mêmes médias réalisent des enquêtes indépendantes qui évidemment peuvent évaluer l'état nutritionnel de la population. Entre autres partenaires, outre les médias, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, il y a aussi le ministère des Finances. Et dans ces attributions, le ministère des Finances, c'est lui qui devrait encourager cette éducation financière de sa population, notamment incitant notamment la population à l'épargne, mais aussi à l'investissement. C'est le même ministère également qui devrait encadrer les fonds de mutualité en ce qui est des soins et d'accessibilité de services de soins, mais aussi la stratégie politique, monétaire qui devrait être élaborée au niveau du ministère des Finances. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi le ministère de l'Intérieur qui gère les religions, qui gère les enseignements, veillant à ce que la volonté du gouvernement pour endiguer la malnutrition chronique n'ait pas comme obstacle les mauvaises croyances, les mauvais enseignements en rapport avec la démographie, en rapport avec les méthodes de régulation des naissances. Mais c'est le même ministère aussi qui a en charge l'administration à la base, qui devrait donc planifier comment l'administration à la base encadre la population en matière d'éducation financière, en matière d'éducation nutritionnelle, en matière d'éducation à la régulation des naissances. Donc, le ministère de l'Intérieur devrait impliquer l'administration à la base. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, le gouvernement a d'autres préoccupations ces derniers jours, alors que c'est lui qui devrait s'en charger. Donc, c'est là où je proposais que le gouvernement puisse continuer cette politique de villagisation, mais qu'elle soit autrement conçue, qu'elle ne soit pas conçue comme
à une construction des maisons, il faut d'abord déplacer les infrastructures sociales, et ça veut dire les écoles, les terrains de jeu, l'eau, l'électricité, les centres de santé, et puis alors discuter avec la population comment construire des villages autour de ces infrastructures, et cela entraîne qu'il y ait justement une autre manière de penser, ça veut dire créer d'autres services qui puissent permettre à la population de vivre aisément, parce que la population va se copier et tout le monde va chercher comment vivre, et il va y avoir forcément création du travail au sein de ces villages, et le gouvernement pourra accompagner pour montrer d'autres opportunités permettant à la population de vivre de façon décente. Marie-Louise Barichako interpelle également le ministère de la Santé publique et demande au gouvernement de s'activer pour résoudre ce problème de malnutrition infantile tant qu'il est encore possible. Ce problème concerne avant tout la santé des populations. C'est donc principalement du ressort du ministère de la Santé. Cependant, une question aussi grave ne devrait pas être laissée à une seule institution. La présidence de la République devrait prendre cette question en main en appelant tous les ministères concernés à se joindre pour faire front commun et trouver des solutions d'urgence à cette crise qui menace l'avenir du pays. Je parle notamment du ministère de la Santé, du ministère de la Famille, du ministère de l'Agriculture et d'autres qui devraient tous être mis à contribution. Personne ne devrait se dérober. La santé est primordiale. On ne peut espérer l'avenir si on ne prend pas soin de la santé et surtout des enfants. Frédéric Mamvugny Viraroui charge le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui devrait tout faire pour amener la population à changer la manière de vivre pour parvenir à contrecarrer la malnutrition. Maintenant, à la fin, que le ministre de la Santé publique disent que c'est pas le seul qui soit concerné, c'est très juste parce que la question dépasse le ministère de la Santé. C'est une question qui implique tout le gouvernement. Et malheureusement, quand j'entends le gouvernement s'exprimer sur des questions de l'heure, on voit que cette question de l'avenir de la population n'entre pas forcément dans ses préoccupations. Et cette question n'a pas été suivie, quitte à imaginer des solutions dans l'entretemps. En tout cas, si le gouvernement ne fait rien, ou si le gouvernement à venir ne fait rien, cette question va se poser avec plus d'acuité, quoi qu'il arrive. C'est une question qui implique tout le monde, qui m'implique, qui implique quiconque, parce que c'est une question qui devrait attirer notre attention, et surtout ceux-là qui acceptent de prendre des responsabilités pour gérer l'État, pour gérer les ministères, pour gérer les organisations étatiques. C'est une grande question. La population n'aura pas quoi survivre demain si rien n'est fait. Dr Juvenal Habarugira nous donne une voie de sortie en insistant sur la sécurité, la vision et la volonté du gouvernement. Il y a 3 conditions essentielles pour que tout cela puisse marcher. La première condition essentielle, c'est d'abord la sécurité des affaires, la stabilité politique et le patriotisme. La sécurité des affaires, il faut qu'il y ait la stabilité des institutions, il faut qu'il y ait la sécurité pour ceux qui mènent les affaires, donc par conséquent payer les impôts, donc finance par là les activités du gouvernement. Il y a la deuxième condition, il faut un accès aux nouvelles technologies de la communication pour parvenir finalement à recueillir les données fiables dans le temps et des données qui doivent servir évidemment au ministère du Plan, donc le ministère de la Planification et des Finances, pour que finalement tout soit prévu et pour que les données soient recueillies dans le temps et de façon fiable. Et là, évidemment, la troisième condition, ce que je disais tout à l'heure, c'est la volonté politique, une vision de l'État, ainsi que le patriotisme, parce que si on analyse, on trouve que la répartition de la richesse n'est pas du tout dans le sens de favoriser l'augmentation des revenus des ménages, parce qu'il y a d'extrêmes écarts, il y a tout un fossé, il y a beaucoup de choses à faire. Si on compare par exemple aux pays comme ceux de la Scandinavie, la Norvège, la Suède, mais aussi dans certains pays africains comme le Botswana et d'autres pays exemplaires comme la Nouvelle-Zélande, ce sont des pays qui sont parvenus à bien répartir la richesse nationale à travers les citoyens, mais dans l'intérêt évidemment des générations futures. Ils n'auront donc qu'à faire une descente dans ces pays pour savoir comment ils parviennent.
C'est sur ces recommandations de Dr Juvenal Habarugira que s'achève la rubrique Ubahuka de ce dimanche, qui était centrée sur la malnutrition infantile au Burundi, qui touche beaucoup les enfants de moins de 5 ans, et les mesures à prendre pour la combattre. Merci à nos invités, merci à tous qui nous avaient suivis. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima, à la prochaine. Ubahuka. 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 Voilà, c'est par cette rubrique Ubahuka que nous clôturons notre magazine du 8 mars 2020. Merci à Lucie Kabera et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, je vous présentais cette édition. Je souhaite une joyeuse fête à toutes les femmes. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.